je contrôle cette caméra à merveille. Laert, tu es officiellement mon nouveau cadreur. Wow, attends, c'est ça ta super caméra? Ah, écoute Jacqueline, on n'a pas les moyens. Déjà qu'on tourne dans le grenier mal arrangé de mes parents, alors on fait avec. Bon Laert, prêt à me filmer? C'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'internet, et plus précisément dans Classics, l'émission dans laquelle je vous parlerai de classiques. C'est tellement classique. Et moi je suis venu pour voir des films classés X. Ah, Jacqueline et Laert, vous avez pas commencé tous les deux, hein? Dans une conversation ordinaire, il est très fréquent de vivre une situation dans laquelle quelqu'un parle d'un film en disant que c'est un classique du cinéma. C'est en fait un terme bâtard qui peut signifier pour une œuvre qu'elle mérite d'appartenir à la culture générale ou qui atteint une notoriété telle qu'elle sert de référence dans son genre. Wow, t'as utilisé un dictionnaire. Et non, j'ai juste cherché sur Google. Le but de cette émission va être de vous faire découvrir ou redécouvrir des classiques du cinéma afin d'approfondir votre culture, mais également ma culture, tout en essayant de comprendre pourquoi ces œuvres peuvent être considérées comme des références. Et pour bien commencer, je vous propose de revenir au début du cinéma pour parler de l'un des premiers films d'horreur de l'histoire, Nosferatu. Nosferez-vous. Nosferatu le vampire ou Nosferatu a une symphonie des Grauens, voulant littéralement dire une symphonie d'horreur. Wow, t'as utilisé un dictionnaire franco-allemand. Et non, j'ai juste cherché sur Google. Est un film allemand sorti en 1922 et qui voit à sa réalisation le grand Friedrich Wilhelm Murnau, un des plus grands cinéastes du muet, connu pour plusieurs de ses films comme Le Dernier des Hommes, L'Aurore et Nosferatu, dont on parle aujourd'hui. Le scénario est écrit par Henrik Galeen, qui voulait adapter le célèbre livre de Bram Stoker, Dracula, mais dont il n'obtint pas les droits. Mais du coup, y a pas eu de film. Bah non. Mais du coup, y a pas de raison de faire un épisode. Enfin si, il y a eu un film, mais pas sur Dracula. Sur le papier en tout cas. Parce que l'histoire de Nosferatu est la même que Dracula, à ceci près que tous les noms ont été changés. Le comte Dracula devient le comte Orlok, Harker devient Uther, l'Angleterre devient l'Allemagne, et ainsi de suite. Mais le subterfuge n'a pas fonctionné et la veuve de Stoker entama un procès, qu'elle gagna. La société de production qui n'avait fait que Nosferatu fit faillite et le film fut condamné à être détruit. Mais du coup, y a pas eu de film. Bah non. Mais du coup, on peut arrêter l'épisode? Eh bien non, puisqu'il y avait anguille sous roche. En effet, alors que plusieurs bobines furent brûlées, d'autres restèrent cachées et commencèrent à ressortir dès que Dracula tomba dans le domaine public, permettant une rénovation complète du film au passage. Et malgré cette disparition prématurée, le film connut un sacré succès à l'époque. Tout d'abord, le métrage eut droit à un sacré coup de com', puisqu'on fit croire que c'était l'adaptation d'une histoire vraie. La pub mentionnait même que l'acteur jouant Nosferatu, Max Schreck, était un véritable vampire. Le film marqua les esprits de l'époque, de par son histoire, son ambiance macabre, son acteur principal terrifiant et par les dizaines d'idées de réalisation qui jalonnent le film. Alors regardons ce fameux Nosferatu. L'histoire prend place en 1838 dans la ville de Wisborg, dans laquelle Uther et Hélène, un jeune couple marié, vivent des moments de bonheur non dissimulés. Uther travaille pour Nock, un agent immobilier plus proche de Gollum que de Stéphane Plaza, qui reçoit un rébut d'un certain comte Orlok, un riche transylvanien voulant acheter une maison dans la sympathique bourgade. Nock envoie donc Uther dans ce qu'il appelle le pays des voleurs et des fantômes. Et à partir de maintenant, on va compter le nombre de clins d'œil au mythe des vampires qui semble tellement évident mais que les protagonistes ne voient étonnamment pas. Uther, lors de son voyage qui a l'air de fort enchanter Hélène, entend des légendes assez terrifiantes sur Nosferatu, un vampire se nourrissant de sang humain, dormant à l'intérieur de cercueils, se cachant de la lumière du soleil et vivant dans des lieux décimés par la peste noire. Il continue sa route sans broncher et croise le chemin d'une calèche, conduite par un cosplay raté de Robin des Bois, qui l'invite à monter dans sa charrette. Uther, n'ayant pas eu d'éducation pour savoir qu'il ne faut pas monter dans la voiture d'un inconnu, surtout quand il est moche et qu'il ressemble étrangement au vampire que tu vas voir dans quelques instants, monte et arrive à la vitesse de la lumière qui inverse au passage la lumière à un château qui n'est autre que celui du comte Orlok, un mec extrêmement sympathique et accueillant, hormis le fait qu'il est seul, qu'il ressemble au cosplay raté de Robin des Bois de tout à l'heure, qu'il ne lit que des rébus et qu'il te suce le sang quand tu te coupes. Le comte Orlok dormant le jour, Uther en profite pour visiter le château vide et se rend compte de 2 marques à son cou, qu'il conclut être des piqûres de moustiques. Mais en fait, Uther est un peu comme toi. C'est-à-dire ? Complètement con. Uther vend une maison à Orlok et laisse entrevoir une photo d'Hélène. Le comte lui fait remarquer qu'elle a un très beau cou. Ce qui met évidemment Uther mal à l'aise, lui donnant par la même occasion sa première réaction sensée. C'est alors qu'il se couche et qu'Orlok montre sa véritable identité de vampire en l'attaquant. C'est donc après une demi-heure de film et environ une dizaine de clins d'œil appuyés qu'Uther se rend enfin compte qu'il est chez un vampire. Le lendemain, Uther, qui est toujours en vie mais on ne sait pas vraiment pourquoi, se dit qu'il va aller voir le comte pour s'assurer que c'est un vampire, parce qu'il a un doute. Et surprise, Orlok, qui dort dans un cercueil, est un vampire. Du coup, Uther fuit plutôt que de tenter de le tuer. Mais qu'est-ce qu'il est con. Il regarde Nosferatu faire un Tetris avant de partir. Mais quel abruti.
Puis il se dit quand même que ce serait pas mal qu'il arrive à Wisborg avant lui, générant ainsi une course-poursuite entre Uther à cheval et Orlok qui prend un bateau. Ce qui au passage n'a aucun sens en termes de géographie. Le vampire prend le contrôle du navire en tuant tout le monde, concluant sur ce plan ultra connu, iconique et stylé, alors que pendant ce temps Uther tombe malade parce qu'il a attrapé froid. Ce n'est pas une blague. Nosferatu arrive en ville et répand la peste, donc la mort dans la commune. Heureusement, Uther arrive, prend les choses en main et tue le vampire. C'est une blague. Uther arrive, retrouve sa femme et dort. C'est une demi-blague. Comme tout le monde décède, Hélène commence à se dire que ce n'est pas très normal, et un soir voit Nosferatu par la fenêtre qui vient la voir et la suce. Oh, ça devient enfin intéressant. Son sang l'alerte. Il suce son sang. Cependant, Nosferatu est tellement omnibulé qu'il en oublie sa faiblesse à la lumière du soleil. Le jour se lève donc, le vampire se prend un coup de soleil et meurt dans un tas de cendres. Hélène retrouve Uther, la peste disparaît, le château du comte tombe en ruine et c'est la fin de Nosferatu de Murnau. Alors, quoi? Quoi? Pourquoi Nosferatu meurt à la lumière du soleil alors qu'on le voit plein de fois en plein milieu de la journée? Cela peut s'expliquer par les pellicules de l'époque qui n'étaient pas assez sensibles pour tourner des prises de nuit. Pour pallier ce problème, Murnau a décidé de colorer son film en fonction de l'heure de la journée. Bleu la nuit, jaune le jour, rose le matin et le soir. Sauf que certains, dont les Français, trouvèrent plus judicieux de diffuser le film en noir et blanc pour une raison esthétique, enlevant donc toute cohérence au film. Cependant, cette version française se démarque par un carton. Dès qu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Une phrase mondialement connue, uniquement en France, étant la traduction poétique d'une phrase qui littéralement donnait « Dès qu'Uther eut franchi le pont, ses craintes qu'il m'avait confiées ne tardèrent pas à se matérialiser ». Donc un carton purement narratif à la base. La version française eut quand même le mérite d'émoustiller certains des avant-gardistes de l'époque, des gens qui accouchèrent plus tard de films surréalistes tels que Le Chien Andalou, un film de Luis Buñuel en 1929, qui n'a aucun rapport avec Nosferatu, mais qui aura le mérite de vous montrer la mentalité des Français au début du cinéma. Des gens qui globalement vous donnaient la migraine. Bref, Nosferatu, malgré le fait qu'il ait mal vieilli, était très novateur pour l'époque, et certains plans hantent encore l'inconscient cinématographique actuel. Même s'il n'est pas le premier film adaptant Dracula, ayant été précédé par un film serbe maintenant disparu nommé Dracula Halala, Nosferatu reste une grande influence pour tous les films du célèbre vampire, jusqu'à des citations prononcées. Le film est une référence à un tel point qu'il a eu droit à un excellent remake par Werner Herzog en 1979, intitulé Nosferatu Fantôme de la Nuit, avec Klaus Kinski dans le rôle de Nosferatu. Malgré des reprises quasi identiques de certains plans, le film se démarque dans sa seconde partie avec quelques différences et nouvelles idées. Le scénario étant plus clair et le film restant assez actuel, je vous conseille globalement de le voir. Contrairement à sa suite italienne. Une suite italienne, un remake de Nosferatu? Ouais, intitulé Nosferatu à Venise. Mais quel est l'intérêt d'un tel film? Y a des filles à poil. L'air, reprends ta caméra, tu iras voir le film après l'émission. Nosferatu à Venise, sorti en 1988, est donc bien la suite du remake. Enfin, dans le principe, puisqu'il n'entretient aucun lien avec l'œuvre de Herzog. A la base, un producteur italien nommé Augusto Caminito souhaitait faire une suite au film de 79. Il engage alors Klaus Kinski pour reprendre son rôle de Nosferatu, mais qui n'en fera qu'à sa tête, refusant les ordres et faisant des choix douteux comme cette coupe de cheveux, transformant le tournage en désastre. En effet, 3 réalisateurs se succédèrent, chacun démissionnant en repartant avec masse fric et condamnant le film à ne plus avoir d'argent. Caminito réalisa lui-même le métrage sans pouvoir finir de tourner certaines scènes à cause du manque de budget. Mais du coup, y a pas eu de film? Si, et il est sorti tel qu'il était, incomplet et confus. Et je vous parle de cette bouse parce que les intentions étaient bonnes à la base. Parce que Caminito voulait son Nosferatu à Venise, mais qu'une suite de mauvaises circonstances et de mauvaises situations ont conduit à un échec cuisant. Au moins, y a des meufs à poil. Ouais, j'imagine qu'il fallait bien sauver le film d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il est bon de noter qu'une des thématiques centrales de Nosferatu, et plus largement dans le mythe des vampires, c'est la confusion et la proximité entre souffrance et désir. Alors que cette idée est quelque peu absente dans le Nosferatu originel, elle est au contraire essentielle et bien mise en scène dans le remake de Herzog. Par contre, la thématique est assénée à coups de marteau-piqueur dans Nosferatu à Venise. Le film italien voulait bien faire, puisqu'on le ressent dans certains plans, ou même dans quelques idées de scénario, mais tout cela ne pourra pas effacer le fait que Nosferatu vole dans les airs tel Superman. C'est d'ailleurs assez ironique puisque le film, au contraire, se rétame lamentablement par terre. Mais plus personne n'a dû vouloir faire de film sur Nosferatu. Si je te dis Nicolas Cage, John Malkovich, William Dafoe en vampire et les années 2000, tu me réponds? Je veux voir ce film. L'ombre du vampire est un film réalisé par Elias Merridge en 2000 et est produit par Nicolas Cage, ce qui n'a absolument aucune incidence sur le film, mais juste imaginer Nicolas Cage produire un film ayant un rapport avec Nosferatu me fait dire que le monde a encore de beaux jours devant lui. Enfin, peut-être.
Bref, L'ombre du vampire raconte le tournage du Nosferatu originel en prenant en compte la légende selon laquelle Max Schreck, l'acteur du conte, était un véritable vampire. Ce dernier est joué par William Dafoe tandis que Murnau est joué par John Malkovich. Le film part donc d'une bonne idée puisqu'il promet de montrer les coulisses du Nosferatu originel tout en y ajoutant une touche de fantastique. Et globalement au début on se dit que ça va être bien, il y a de bonnes idées visuelles et le scénario semble correct jusqu'à ce que... Mais t'avais pas dit qu'il pouvait pas tourner la nuit en 1922? Exactement. Et ce ne sont pas ces lampes torches XXL qui vont me faire croire le contraire. Le film prenant en compte que l'acteur principal est un vampire, l'équipe ne peut donc pas tourner de jour, ce qui brise l'effet de réalisme avec le film de 22. En fait, L'ombre du vampire semble mélanger les tournages du Nosferatu originel et celui de 79, ce qui n'a donc plus aucun sens. Et plus ça va, plus le film ressemble à rien, surtout quand William Dafoe commence à se bourrer la gueule. Bref, le film n'étant pas ouf, on va passer directement à la fin pour voir comment il se dépatouille... Attends, mais il vient de tuer le producteur là? Enfin, c'est pas raccord avec l'histoire vraie et il vient de tuer le chef-op, d'accord. Celui qui travaillera plus tard sur M le Maudit. C'est une preuve accablante que le film ne respecte pas l'histoire. Bon, pourquoi je vous montre la fin de ce film? Ouais, de quel droit tu nous l'as divulgaché? Divulgaché? Des vulves cachées. Cette fin est géniale et résume à elle seule la légende de Nosferatu. Quelque chose de dangereux qu'on a envie de capturer à nos risques et périls. Le producteur meurt dans le film, image des producteurs originels qui ont fait faillite à cause du procès, mais c'est également une potentielle référence au désastre qu'est Nosferatu à Venise. Le chef opérateur meurt également, montrant la difficulté, voire l'impossibilité de capter le vampire. Seul le réalisateur, le chef du bateau, arrive à vaincre Nosferatu. Ce qui déroge à tous les autres films du vampire. La faiblesse de Nosferatu est de tomber amoureux d'une femme, lui faisant oublier le lever du soleil. Mais là non, dans L'ombre du vampire, ce qui tue Nosferatu, c'est la caméra, le cinéma lui-même. Mais c'est grâce au cinéma qu'a été créé Nosferatu. Certes, mais c'est aussi grâce à lui que l'on a accouché de Nosferatu à Venise, qui, par ses erreurs, a égratigné le mythe. Mais cela peut aussi accuser l'idée de tout voir et de chercher trop de réponses qui finalement enlèveraient le plaisir du mystère. Le film peut aussi critiquer la manière qu'ont les gens, et plus précisément les médias, de tout prendre en vidéo, de capturer chaque moment et d'en enlever le sens ou de ne montrer qu'une partie du problème. Cela se voit par la phrase que dit Murnau dans le film, « Si ce n'est pas dans le cadre, ça n'existe pas ». Une thématique également abordée dans Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent, lorsque Fred est filmé par une télé et que son dialogue est repris de travers. Mec, de quoi tu parles? Wow, pardon, j'ai dévié. L'ombre du vampire prend donc un contre-pied intéressant par rapport aux autres suites et remakes, car l'arme pour tuer Nosferatu est la caméra qui capture la lumière, tandis que le vampire la fuit. Ces deux opposés sont pourtant réunis dans une pellicule, un objet sensible à la lumière, mais qui permet également de la montrer. Du coup, L'ombre du vampire, c'est plutôt un bon film. S'il n'avait duré que 5 minutes et qu'on avait gardé que la scène finale, ouais. Parce que sinon on s'ennuie quand même pendant les 3/4 du film, ce qui est assez long et chiant. Pourtant la thématique est omniprésente dans le métrage, puisque William Dafoe exprime l'envie de voir la lumière, même si cela le tuerait. Voir ou ne pas voir, tel est le choix. Pour savoir. Maintenant qu'on a vu le film originel, ses suites et ses remakes, il est temps de voir pourquoi Nosferatu est un classique. Parce qu'il y a des meufs à poil. Bah non. Quoique t'as peut-être raison finalement, Laerte. Nosferatu est un classique, car c'est une légende. Déjà à la base c'est un mythe qui fut adapté en livre s'appropriant ainsi les histoires qu'on pouvait se raconter. Et c'est donc logique que le passage en film engendra sa propre légende. En effet c'est une œuvre qui disparut pendant plusieurs années, ne laissant aux gens qu'un vague souvenir qui, une fois retrouvé, procura le besoin irrésistible de faire des remakes, des suites, de comprendre ce personnage de Nosferatu, même si le projet semble fou, voire irréalisable, jusqu'à même le rater. Mais c'est surtout et avant tout une légende du cinéma. Hantant encore aujourd'hui l'inconscient cinématographique, le film pose encore des questions. Et c'est en ça que le film de Herzog est bon, car il a su ajouter d'autres interrogations, contrairement aux deux autres métrages qui tentent à leur façon plus ou moins réussie d'y répondre. Ce besoin absurde de devoir tout comprendre et tout voir me fait penser, contrairement à ce que dit Murnau dans L'ombre du vampire, que par-dessus tout le cinéma, ce sont des histoires qui dépassent le cadre. Et c'est là-dessus que se conclut ce premier épisode de Classics. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur les internets. Ça y est, c'est dans la boîte. Nickel. Bon bah, on part en post-prod, hein. Allez, on va voir Nosferatu à Venise maintenant.